Azraf Laon, merci, chers téléspectateurs, d'être avec nous pour cette deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui, Rétro-Info de la semaine. Cette deuxième partie, on va essayer d'expliquer, aussi de comprendre la réaction de beaucoup de partis politiques par rapport à cet article, à ce fameux article 200, puisque tout le monde en parle, l'article 200 qui a été utilisé pour exclure des dizaines de listes de candidatures pour les élections de juillet, législatives de juillet, le 2 juillet prochain. D'abord, je vais essayer parce que peut-être il y a beaucoup de questions, c'est quoi, qu'est-ce que dit cet article 200? On va essayer d'écouter exactement c'est quoi cet article, j'en viens fou. Article 200 de la loi électorale. Le candidat à l'Assemblée populaire nationale, à l'Assemblée populaire de Wilaya ou à l'Assemblée populaire communale doit remplir les conditions suivantes. 1. Remplir les conditions générales prévues à l'article 198 de la présente loi organique. 2. Être inscrit dans la circonscription électorale où il se présente. 3. Être âgé d'au moins 25 ans à la date du scrutin. 4. Être de nationalité algérienne. 5. Justifier de l'accomplissement du service national ou de son exemption. 6. Ne pas avoir été condamné par une décision judiciaire définitive pour un crime ou un délit portant atteinte à l'honneur, sauf réhabilitation. 7. Ne pas être connu du public pour ses liens avec des milieux financiers et d'affaires suspects, ni pour avoir influencé, directement ou indirectement, l'orientation des votes des électeurs. Donc, comme vous venez de voir, c'est l'année numéro 7 qui a vraiment créé beaucoup de polémiques. Et bien sûr, ceux qui pensent comme quoi il faut une loi pareille pour moraliser un petit peu la vie politique. On va écouter M. Tebboune par rapport à l'argent sale. Il a insisté comme quoi, dorénavant, on n'acceptera plus cet argent sale. On l'écoute. اليوم سي فيني اللي يمس الانتخابات بالمال القانون يعاقبه وفيه ناس ظانين باللي القانون ما يطبقش لان كذا وكذا اليوم راهم مقبوض عليهم لان مسوا الانتخابات بالمال. البلديه ما نمنع منع بات الاداره باش تدخل في الجوهر تاع الانتخابات. الجنائيه اولا توقيف شخص انهاء المهام تاعو الانتخابيه عن طريق نزع الثقه منه ويتحاسب على حسب القانون واضح في هذه والقانون يطبق على الكبير ولا الصغير ولا ما فيش واحد اقوى من القانون. Maintenant la compétition est devenue quelque chose d'accessible parce qu'il fait un temps وين سي با لا بان تتقدم باين شكون اللي غادي يفوت لان عنده ملاير عنده كذا وشاري هذه وشاري هذه جامي مانيبيلاسيون جو تيان با لي مانيبيلي الوقت اللي انا فيه ما نقبل الكوطا ما نقبل هذه ما Monsieur Djihad Halimi, je vais commencer avec vous cette partie. Vous avez entendu M. Tebboune par rapport à l'argent sale, l'article 200. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques, mais d'autres insistent comme quoi il faut bien des mesures extrêmes pour essayer de moraliser, pour essayer d'enlever cet argent sale, l'utilisation de l'argent pour acheter des voix. Vous pensez que c'est ça la solution? Honnêtement, je pense que c'est un prétexte. Puis on a toujours fonctionné comme ça chez nous. Les autorités, ils ont fonctionné comme ça. Par exemple, dans notre Constitution, il y a un article qui garantit le droit du peuple à manifester à l'extérieur. Puis par la suite, il ajoute un petit texte qui dit qu'une loi organique va contrôler comment ce droit-là est exercé. Puis par la suite, si on regarde la loi organique, ben, elle enlève complètement ce droit-là au peuple. Jusqu'au point où est-ce qu'il y a des partis qui ont demandé de manifester pour la Palestine, par exemple, puis on leur a dit non, allez-y dans une salle. Donc, juste pour dire que c'est des excuses, c'est juste pour créer des brèches. Cet article 200, là, même moi, je suis extrêmement surpris qu'ils ont utilisé cette mesure-là. Ça a touché des gens qui étaient extrêmement productifs. On sait très, très bien que notre Parlement, c'est un Parlement de façade. Il y a des gens qui vont dire que je suis négativiste, mais notre Parlement, il a cette réputation d'argent polo. Donc ça, on sait ça. Maintenant, il y a certains, par exemple, députés, c'est qu'ils soient d'une idéologie différente de la mienne, mais ils ont fait un travail quand même plus ou moins respectable. Par exemple, Abdelwahab Yacoub et tout ça. Il y a un peu de
exploitation de la religion, par exemple, dans le discours, mais bref, ils ont fait un travail. Ils ont ramené des craintes de la population, puis ils ont fait des vidéos où est-ce qu'ils parlent de préoccupation de la population. Ces gens-là, ils sont exclus aujourd'hui. C'est incroyable l'ampleur de l'exclusion. On parle de 30% des élus, des personnes qui se présentaient, qui ont été exclues. Donc, tout ça, ça nous montre que cette affaire-là de l'argent sale, qui était la signature de l'ère Bouteflika, elle est utilisée comme prétexte pour venir encore de plus contrôler ce processus-là. Donc, sachant que le Parlement est une institution de façade, sachant que il y a un problème structurel entre, en Algérie, on a le président qui vient avec son programme, puis il y a les partis qui ont un programme, qui sont élus pour pouvoir faire le gouvernement, puis appliquer leur programme. Eh bien non, chez nous, c'est différent. J'ai entendu quelqu'un de Harakat al-Bina qui disait, on a un programme extrêmement intéressant, mais dès qu'on gagne, on va travailler sur le programme du monsieur le président. C'est à ne rien comprendre. Ajoutant à ça des répressions et l'arbitraire sur l'opinion. Par exemple, un simple gemme peut mener un citoyen à la prison. Ajoutant à ça des mesures qui empêchent des gens de travailler dans des groupes authentiquement pour l'Algérie, que ce soit des associations ou des partis politiques ou des syndicats. Vous avez le droit de travailler dans ce genre de groupe-là, sauf si vous dites Yahya Bablan Aflan ou Yahya Amla Aflan. Mais si vous dites Tahia Jazel, c'est malheureusement pas suffisant pour qu'on vous laisse travailler. Donc, si on regarde toute cette image-là, on voit très très bien que ce régime, il a le contrôle total sur le processus électoral. Donc maintenant, on ne veut plus ingénierer le résultat des élections comme on le fait. On veut même dire c'est qui se présente et c'est qui ne se présente pas. Et quand on pense à cette question-là, ils sont en train de se tirer dans le pied. Ils voulaient convaincre toutes sortes de personnes tout de suite après le Hirak de se présenter aux élections. Je pense qu'ils subventionnaient une certaine partie de leurs frais de la campagne électorale. Maintenant, ils sont en train de dire aux gens, allez-y, va-t'en, on n'a pas besoin de vous. Mais monsieur Halim, c'est quoi l'intérêt de pouvoir d'éliminer des gens qui sont connus proches de ces idées, proches de ces positions? Honnêtement, le seul scénario, et encore une fois, je tombe dans la spéculation, c'est que vous vous rappelez de l'amendement technique de la Constitution qu'ils ont fait, où est-ce que tout le monde a voté pour, 0 ont voté contre. Je pense qu'ils s'apprêtent à faire un autre amendement pendant la prochaine session parlementaire. Comme vous savez, c'est le dernier mandat de Tebboune. Peut-être qu'ils vont jouer côté Constitution avec un amendement qui sera fait au niveau du Parlement, puis ils veulent un Parlement faible, peut-être, mais c'est de la spéculation. Très bien, très bien. Monsieur Gamal Abina, est-ce que vous comprenez les critiques par rapport à cet article 200, surtout la ligne 7, qui est en train de salir la réputation des gens sans preuve, sans jugement, sans décision de justice? C'est ça que beaucoup critiquent. Est-ce que vous pensez que c'est juste de salir la réputation des gens comme ça de cette façon? Je ne pourrais pas rester bien longtemps, malheureusement, parce que je dois partir après, mais je vous dirai au revoir pour le coup. Mais je vais répondre à votre question, oui. D'abord, la problématique en Algérie, c'est la massification des votes. C'est un pays très jeune, et comme dans tous les pays où il y a beaucoup de jeunes, la France est un pays de vieux, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de votants, et encore, les jeunes votent peu. Il y a une tradition de ne pas voter chez les jeunes, qui est difficile à mobiliser. Ils ne sont pas intéressés par la politique, donc ils ne sont pas dans cette démarche. Mais pour ce qui concerne cet article, ça fait référence effectivement à quoi? À une époque où, avant le Hirak, on avait de la corruption à tous les étages, où les élections étaient très souvent achetées, où le risque réel, et c'est un risque qui est quand même pas anodin, de financement occulte, on l'a vu en France avec des lois sur les financements, des élections par des partis étrangers, par des pouvoirs privés, en Algérie je veux dire, des sociétés privées par exemple, peut avoir des conséquences lourdes. Donc je ne pense pas qu'il faille parler de salir une réputation. Je pense que si les dossiers sont écartés, il y a quand même des enquêtes qui sont faites. C'est pas fait comme ça au doigt mouillé. Je connais pas le process. Je sais que l'ANI fait son travail, mais si des dossiers posent problème, ça répond à une nécessité d'honnêteté, de rigueur.
et surtout de ne plus tomber dans le principe, le travers de la corruption. Parce que si vous êtes capable d'acheter un homme politique, eh bien vous achetez l'influence politique qui va avec. Donc, oui, Mais vous êtes d'accord avec moi, M. Gamal Bina, si jamais ils ont des preuves, ils n'auraient pas dû se présenter, ils auraient dû se présenter devant le juge. C'est ça, le processus normal. On est en France, tu es accusé de financement illégal, tu passes devant le juge, si tu es jugé, si tu es accusé, si ils ont des preuves, tu vas passer la prison. C'est ça le processus normal. Chez nous, on vous accuse d'argent sale, de fréquenter le milieu d'argent sale, de corruption, mais il n'y a aucune poursuite. Et c'est ça les questions que beaucoup d'Algériens se posent. Ça ouvre la voie à des réflexions. D'abord, si les gens ne sont pas capables, il ne faut pas inverser la charge de la preuve. Il ne faut pas dire celui qui vous accuse doit apporter la preuve. Ce n'est pas comme ça que ça marche. S'il y a une accusation, c'est parce que la personne est en déficit, en incapacité de produire les éléments qui constituent les fonds qu'elle a obtenus. C'est-à-dire qu'on lui demande l'origine des fonds, il ne peut pas le produire. Sur la base de cette suspicion lourde, parce que si vous n'êtes pas capable de dire, voilà, j'ai un salaire, mon salaire c'est de temps, je finance. Ça c'est cohérent. Mais si vous avez des financements qui arrivent d'on ne sait où, dont la traçabilité n'est pas au rendez-vous, eh bien évidemment que la suspicion ne profite pas à l'accusé. Soit il donne la preuve que les fonds sont propres et pas occultes, soit il ne la donne pas, et par principe de précaution que l'on connaît en France aussi, à ce moment-là, il est écarté. Après qu'il s'engage derrière des poursuites pour malversation, détournement de fonds ou corruption, oui, ça peut arriver. Mais dans un premier temps, quand il présente un dossier, s'il n'est pas capable de justifier, comme en France, je rappelle, il y a des déclarations de patrimoine, il y a des déclarations aussi de levée de fonds, c'est a posteriori que ça arrive. Les gens peuvent se présenter en France, mais derrière, il y a des faits de corruption qui conduisent à des procédures très longues, des années, et on n'en sort jamais. L'Algérie préfère anticiper cela, ils ont raison. Si la personne ne peut pas donner la preuve que la provenance des fonds est quelque chose de transparent, si c'est des financements occultes, s'il n'est pas capable d'expliquer qu'il se présente à une campagne alors qu'il n'a pas les moyens de le faire, eh bien effectivement, il est écarté. Ça ne me choque pas. Je préfère anticiper un problème plutôt que de voir par derrière avec une procédure très longue, avec des jugements, avec des enquêtes, machin, essayer d'y arriver. Je pense réellement que la charge de la preuve incombe à la personne qui se présente. Il arrive, il doit avoir un dossier propre et clean. Il ne doit pas être condamné, il ne doit pas avoir eu des faits graves, délictueux, il doit avoir les moyens de se présenter aux élections, il doit être crédible. Ça me paraît normal, mais j'ai envie de rappeler une chose quand même importante, et je vais finir là-dessus peut-être. C'est important de rappeler quand même que moi je suis rassuré. S'il y a tout ce processus électoral et s'il y a ces questions qui sont posées, c'est qu'il y a réellement une volonté démocratique qui est inspirée. Et ce que je dirais, moi, en finissant, je dirais ça à chaque fois, quel que soit le lieu où je passe dans les émissions. D'abord, je considère que l'Algérie est une démocratie, mais ça, je pense que vous ne serez pas d'accord, mais c'est pas grave. Puis deuxième aspect, je considère que chaque Algérien a une responsabilité devant son pays. Je parle chaque Algérien d'ici ou de là-bas. Très bien, très bien. C'est important. Tout à l'heure, j'ai entendu une chose qui était fausse, des aides comme la mafia des aides serait soi-disant des Franco-Algériens. C'est totalement faux. Ils sont européens. C'est pas des noms d'Arabes. On a fait une enquête. Ce sont des Européens qui se griment derrière, effectivement, l'image de l'Algérien parce qu'ils veulent faire peur. Et c'est pas des quartiers nord de Marseille. Les têtes ne sont pas dans les quartiers nord. Elles opèrent dans les quartiers nord pour la drogue, mais ils sont européens. Il n'y a pas de Franco-Algériens. Il faut être très clair là-dessus. Maintenant, pour finir mon propos, moi, j'ai un principe simple et fondamental. Chaque Algérien a une responsabilité devant le destin. C'est-à-dire qu'on doit investir dans le pays, on doit s'impliquer pour le pays, on doit valoriser le pays, qu'on soit ou pas d'accord avec l'État, et ça, je ne rentre pas là-dedans, ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas de politique. Moi, je pars du principe que chaque personne est capable de transformer la vie des Algériens s'il s'implique. Et je ne fais pas de distinction entre l'Algérien de la diaspora et l'Algérien du pays. Parce que si on fait une distinction, ça veut dire qu'il y a un Algérien sur 5 qui n'est plus Algérien. Je ne crois pas qu'il y ait une personne qui dit comme que je suis contre l'État, M. Bina. Il n'y a personne ici. Non, mais je pense qu'il y a des opposants qui sont toujours dans une position très, très offensive. Tout à l'heure, j'ai entendu, par exemple, que les 4% de croissance, c'est pas vrai. Je suis désolé de le dire, c'est les chiffres de la Banque mondiale et du FMI. Et on ne peut pas tricher sur les chiffres de la macroéconomie parce qu'ils sont recoupés avec les douanes, ils sont recoupés avec le volume d'affaires traité. Donc, on a une idée assez précise des chiffres produits en termes de croissance. C'est la Banque mondiale et le FMI qui donnent des prévisions et qui vérifient ces prévisions. Ça n'est pas déclaratif, il faut être un peu sérieux. Même si l'Algérie voulait déclarer une croissance à, je sais pas, à 12%, eh ben, ce serait retoqué par la Banque mondiale et le FMI. C'est pas parce qu'il y a des chiffres macroéconomiques qui sont bons et qu'en microéconomie, c'est plus lent à impacter, parce qu'il faut du temps, évidemment. C'est pas parce que ces chiffres-là sont bons qu'on va critiquer. Il y a une relance économique, il y a une diversification qui est entamée, il y a une production nationale industrielle très importante et agricole et autres. Donc tout ça, c'est des réalités qui sont indiscutables. Après qu'on dise qu'au niveau du lambda, de l'Algérien de base, eh bien, il ne ressent pas encore ce changement, il faut du temps. Parce que l'économie, c'est un bateau qui met du temps à bouger. Dernier élément par rapport à la question, parce que je voulais finir là-dessus, sur l'économie, c'est pas vrai de dire qu'une puissance économique très puissante ne peut pas continuer à croître, parce qu'effectivement, il y a un plafond. Je reconnais
que quand on est très développé, c'est plus lent. Mais je rappelle que la Chine, ça fait 40 ans qu'elle a une croissance à 2 chiffres, puis à un chiffre, à plus de 8%. La Chine continue à se développer parce qu'effectivement, la Chine, qui est un pays où il y a 1,4 milliard d'habitants, qui fait 10 millions de kilomètres carrés, la Chine est un pays qui a parié sur la croissance, sur l'industrie, sur l'intelligence. Et bien ça, les pays vieillissants de la vieille Europe et des États-Unis sont en perte de vitesse parce qu'ils vieillissent, parce qu'ils ont des marchés qui deviennent étroits, parce qu'ils ne dominent plus le monde. Maintenant, c'est le Sud qui commence à émerger. Et les croissances qu'on observe dans le Sud, en moyenne, en Afrique, c'est 5%, sont les croissances qui sont liées effectivement à un développement accéléré, mais aussi qui sont liées à une politique saine. Il y a des pays en Afrique qui n'ont pas de croissance. Et pour autant, ils partent de très bas. Donc, ce n'est pas une mécanique automatique. C'est une question de choix politique, d'une orientation politique, de capacité à générer de la richesse ou en avoir en sous-sol. Tout ça fait la croissance. Mais je dirais simplement, et je finirai mon propos là-dessus, que moi, je suis effectivement très attaché à la réussite du pays, comme tout le monde, et que je pense, et je parle toujours du même message, je dis, si vous voulez que votre pays se développe, investissez dans votre pays. C'est tout. Le reste, ça n'a aucun intérêt. Très bien. Monsieur Gamala Bina, merci beaucoup, analyste politique à partir de Paris. Monsieur Hamid, je reviens à vous par rapport à cet article, à ce fameux article 200, à ces exclusions de beaucoup de listes. Vous pensez que c'est un mal qu'il faut commencer avec pour essayer de moraliser, d'écarter ce mal, hein, cet argent sale, cette corruption qui gangrène les élections algériennes? C'est ça la solution? Déjà, demander à un coupable de prouver son innocence sans que l'accusateur ne démontre la culpabilité, ça on l'appelle l'inquisition. Je ne suis pas là pour défendre les gens qui se présentent aux élections, puisque moi je boycotte et j'appelle au boycott des élections. Effectivement, il y a cette loi où l'article 200, vous l'avez passé, make sense, c'est normal, il faut présenter des documents qui disent que vous êtes intègre, vous êtes ceci, cela. À partir du moment où vous déposez votre candidature, et c'est tout à fait normal de justifier les réponses à ces questions. Maintenant, si vous déposez et le dépôt de candidature est accepté et ils reviennent après à ce qu'ils ont besoin d'un laps de temps pour vérifier, ou bien c'est si évident que ça que normalement ça devrait être rejeté. À la limite, j'ai même pas envie de passer de temps à répondre à ça, parce que la réponse, elle vient de l'intérieur. Hamel, le pseudo-général de l'époque, rappelez-vous qu'est-ce qu'il disait à Gaïd Salah, l'autre voyou du régime, qui lui disait « il faut être propre pour venir nous juger. Nous sommes tous sales. » C'est Hamel qui disait « nous sommes tous sales, personne n'est propre. » Nous parlons d'un régime, et encore une fois, nous ne nous attaquons pas à l'Algérie. Moi, je sais qu'au sein des institutions algériennes, il y a des hommes et des femmes intègres, honnêtes, compétents, qui travaillent pour le pays, et Dieu merci qu'ils sont encore là. Et Dieu merci, c'est grâce à ces personnes-là que les institutions se maintiennent plus ou moins. Notre problème, c'est avec ce régime de police politique où il y a des cercles qui gravitent autour de ce pouvoir et tellement corrompu qu'on l'a vu. Pseudo-ministre de l'Intérieur, pseudo-chef d'état-major, leurs enfants et d'autres responsables soi-disant qui ont leurs enfants en Europe et qui régularisent les situations de leurs enfants. Demandez-vous comment ils le font. Mais en plus, monsieur Hamid Lelou, il faut rappeler ce que disait le président du Sénat. Il disait comme quoi notre Parlement est le Parlement halal, le dernier Parlement, puisque pendant l'Algérie, j'ai dit d'importantes bourses. Oui. Maintenant, la quasi-majorité, une bonne majorité de ceux qui ont été députés, ils veulent se représenter, ils ont été exclus. Ça veut dire comme quoi ils ont tous un doute par rapport à leur situation financière ou pour relation avec l'argent sale. Comment expliquer ces gens-là qui sont finalement sont pas intègres que ça, et c'est grâce à eux que tout le système de Tebboune a été passé par des lois, c'est grâce à eux. Non, mais il suffit pas d'être
de supporter le régime pour être accepté. Ça dépend, justement, ça confirme ma thèse. Ça dépend à quel type de cercle vous appartenez. Il y a des cercles d'influence et ces cercles, ils perdent de pouvoir et ils gagnent de pouvoir. Je vous donne un exemple. Si vous êtes proche de quelqu'un qui, soi-disant, représente les intérêts qui sont défendus par le chef d'état-major, ou bien par celui qui défend les intérêts qui sont pro-français, pro-chinois, pro-je ne sais pas quoi. Ces groupes d'influence, c'est une compétition continue entre eux. Et des fois, ces groupes, ils faiblissent. Quand ils faiblissent, ceux qui sont proches d'eux, ils perdent. Et c'est pour ça qu'il y a cette sélection au niveau de la candidature. Ils sont sélectionnés selon leur appartenance, pas selon leur propreté, s'ils sont compétents ou bien s'ils ne sont pas corrompus. Ils sont tous corrompus de toute façon. Vous ne pouvez pas vous approcher de ce régime si vous n'êtes pas corrompu. C'est impossible. Citez-moi un seul de ces pseudo-décideurs qu'on voit à la télé qui soit propre, y compris leur premier là, leur représentant. Le premier Khabarji, celui qui est parti rapporter au ministère de l'Intérieur français, au ministère de la primature française, quand il s'est fait dégager par Bouteflika, eh ben c'était Tebboune, c'est le premier Khabarji. Celui qui est mêlé dans l'affaire de Khalifa, c'est qui? C'est Tebboune. Celui qui est mêlé dans la drogue, 710 tonnes ou kilos de cocaïne, c'est son fils, donc c'est lui, par hasard. Et dans beaucoup d'affaires, le trafic dans les appartements, c'est Ouyahia qui le dit. La corruption avec le chinois, c'est lui et c'est Ouyahia qui le dit, donc c'est les accusations. Maintenant, et la logique dans tout ça, moi je décris ça comme la violence politique. C'est quoi la violence politique? J'arrêterai là. C'est pas les gens qui font des manifestations dans la rue, c'est pas ça la vraie définition. La vraie définition, c'est quand vous êtes dans cette compétition politique et le perdant ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver. Ou le perdant, il va aller en prison. L'équipe actuelle, demain, ils perdent le pouvoir, et ben leurs faux frères qui travaillent avec eux, et ben ils vont les jeter en prison. Demandez-vous, comment se fait-il que ces lanceurs d'alerte ont accès à l'information? Des informations qui sont censées connues que par ces cercles. Parce que ces cercles entre eux, eh ben, quand ils veulent dynamiter une action ou dynamiter quelqu'un parmi eux, eh ben, ils vont lancer une information, ils vont la fuiter. Et il y a 3 ou 4 lanceurs d'alerte qui n'ont rien à voir avec le Hirak, ni avec la politique. Pour moi, ils font partie de ce même système et ce sont des lanceurs d'alerte par personne interposée. Très bien, très bien. Monsieur Kani Tabou, comment vous expliquez par rapport à la position du pouvoir en utilisant cet article 200? Tout le monde est touché. Ceux qui sont proches du pouvoir, ceux qui sont opposés du pouvoir, ceux qui ont été dans le pouvoir législatif, par exemple le Parlement. Comment expliquer cette position? Comment réfléchir le pouvoir par rapport à ces actions? Je ne suis pas dans le pouvoir pour savoir, mais quand même, moi j'évite de rentrer dans les débats techniques. Parce que le grand sujet n'étant pas dans l'article 200, ou dans ces dispositions, il y a quand même des remarques à faire. La première est que nous sommes dans un pays où depuis l'ouverture démocratique, entre guillemets, de 88, il y a 2 lois qui intéressent particulièrement le pouvoir. C'est la loi électorale et la loi sur les partis politiques. À chaque fois, à chaque débat et à chaque occasion, on vient tripoter essentiellement ces 2 lois. Parce qu'en fait, il y a un sujet qui est important et qui n'est pas posé en tant que tel. C'est le sujet de la souveraineté populaire. Dans toutes ces lois-là, dans tous ces enjeux-là, dans ces dispositions, dans leurs détails, se cache un grand débat qui est la souveraineté populaire. Il y a 2 souverainetés dans ce pays. Il y a une souveraineté proclamée,
c'est-à-dire c'est les chiffres qui sont annoncés officiellement et qui s'enveloppent de toutes ces dispositions de loi, etc. Et il y a une souveraineté confisquée qui est la souveraineté du peuple algérien. Et que le pouvoir organise d'une manière, j'allais dire, structurée, en sophistiquant, c'est-à-dire, et à chaque fois c'est la sophistication pour arriver à maîtriser le processus électoral depuis son début jusqu'à la fin. Et lorsqu'on parle de processus électoral, il se pose également un autre débat à définir dans ce pays. Est-ce que le processus électoral en Algérie est un suffrage universel? Est-ce que le processus des élections en Algérie remplit les conditions, le minima universellement connu d'un suffrage universel? Ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je vais en citer quelques exemples. Vous savez, il y a des années, et nous sommes militants depuis au moins 30 années, il y a quelques années, la mise en place d'une instance indépendante des élections était une revendication de l'opposition. Le pouvoir avait opposé une fin de non-recevoir. Le premier parti, et pourtant je ne suis pas militant de ce parti, à avoir formulé pour une première fois l'idée ou la revendication de la mise en place d'une haute instance électorale, c'était le RCD. Par la suite, c'était repris par les partis de l'opposition, le FFS, le PT, le PST, etc., les partis qui ont donc trouvé que l'idée était très intéressante. Bien sûr que cette instance-là, dans le sillage politique qui a été présenté par l'opposition, elle devait être un instrument de la transition démocratique. Parce que la transition démocratique devait conclure à quoi? Devait conclure à travers un vrai suffrage universel à la consécration de la volonté populaire, c'est-à-dire de la souveraineté populaire. Et le sujet-là, le pouvoir l'a complètement détourné. D'abord, il a installé une instance. Les appellations importent peu. Haute instance, tu la mets dans la Constitution ou tu la mets dans le code de la route, c'est pas le plus important. Il est indépendant en quoi? Dès lors que l'instance, financièrement, il n'est pas indépendante. Sa composition, elle est désignée par le pouvoir. Ses agissements sont limités par les institutions qui l'entourent, donc il a perdu son indépendance. Et d'ailleurs, cette instance-là demande, dans le cadre de ce qu'ils appellent les enquêtes administratives, mais elle demande aux services de sécurité. C'est-à-dire qu'avant 88, tu devais bénéficier de ce qu'on appelle les enquêtes d'habilitation par la police politique. Et aujourd'hui, ça se passe autrement, mais dans le même contexte. Et puis également, dans un pays où on parle d'un processus électoral avec des poursuites judiciaires contre des militants, avec interdiction d'activité politique, avec la presse qui est complètement soumise, avec un processus électoral qui, les libertés publiques sont complètement suspendues, impossibilité de tenir une conférence, impossibilité de faire un débat, impossibilité de prendre une initiative citoyenne, une initiative à l'université, dans un village, dans un parti, dans un centre culturel, dans une maison de jeunes, dans un stade, partout, tout est contrôlé. Alors, il y a des gens qui vont venir, ils vont dire que dans ce contexte-là, on va aller dans la compétition électorale. Mais bien sûr que les premiers à bénéficier des avantages justement de ce processus qui se déroule de cette manière-là, c'est le pouvoir lui-même. Après se pose la question, pourquoi avoir éliminé les uns et même ceux qui étaient depuis hier les alliés entre guillemets du pouvoir? D'abord, le pouvoir veut avoir une assemblée qui doit fonctionner à 100% sans la moindre critique. Et d'ailleurs, la tendance est liée. La tendance, on est pratiquement dans un pays qui donne une apparence de pluralisme, mais la logique du pouvoir est une logique de parti unique, de pensée unique, de l'homme unique, de la vision unique. Et je pense que le premier rôle que doit jouer très prochainement l'Assemblée nationale serait de donner le quitus pour le 3e mandat de Tebboune. Le deuxième également, vous savez, il va se poser de sérieux problèmes à l'avenir qui va
qui va endosser la responsabilité, notamment des accords qui vont être conclus et qui vont, nous le savons tous, dans quelles conditions vont être conclus sur la question du Sahara occidental. Vous savez, ceux qui nous avaient bernés pendant 50 années par la propagande, par le discours qu'ils avaient produit et qu'ils avaient diffusé dans la société, ont-ils aujourd'hui la responsabilité, le courage d'assumer les conséquences et de montrer véritablement leur poids, leur force devant les grands changements qui se déroulent dans le monde? Eh bien, il est très probable que cette décision-là, le jour où l'Algérie devait endosser une part de responsabilité dans les accords qui vont être dictés, je dis bien dictés, eh bien, ce jour-là, on va adosser cela à l'Assemblée nationale, qui éventuellement va signer et il va donner son quitus, son accord sur ça, et on va impliquer le peuple et on va dire que ce n'est plus X qui a fait, mais c'est le peuple qui a décidé d'aller dans ce sens. Donc, il y a tellement de sujets que l'Assemblée qui vote une loi et qui vote son contraire. Vous imaginez, nous sommes le pays des choses incroyables. Vous êtes dans un pays où il y a des candidats qui se présentent et pour des raisons liées, et j'ai apprécié l'analyse faite par Hamid, je partage en grande partie, mais vous savez, la technique, elle est toute simple. Il y a une élection, on élimine X, on laisse passer la compétition, après on passe Y, et après on réhabilite X. Et on va dire, bon, le processus, il est fini. Vous allez voir aujourd'hui, et d'ailleurs c'est le cas, on a éliminé des candidats, les partis politiques, certains partis politiques, donc étaient contraints de passer sous table des discussions, des négociations, des contacts. Et puis, on réhabilite ce qu'on veut, on élimine qu'on veut, on donne le nombre de sièges à qui on veut. Vous savez, il n'y a pas de grande différence entre l'Assemblée nationale et le square. Hein. Ça se vend et ça s'achète et ça se passe comme ça. Vous imaginez, nous sommes dans un pays où le lendemain des élections présidentielles, qui ont porté Abdelmajid Tebboune à la tête de l'État, ben, le lendemain, le parti de Ben Guirina a obtenu plus de 80 sièges à l'Assemblée nationale. Mais dès lors que le deuxième mandat de Tebboune, ce n'est plus Ben Guirina qui devait jouer le rôle, c'est un autre islamiste qui devait jouer le rôle, eh bien attendez-vous que Harakat el-Bina obtiendra une dizaine ou une quinzaine de sièges et on donnera le reste aux nouveaux amis. Mais ça se passe comme ça. Attendez-vous à ce qu'on sape les partis démocratiques pour donner le nombre de sièges qu'il faut à un parti qui a accepté de jouer au théâtre, de jouer l'opération des élections présidentielles. Ça se passe comme ça. Donc, le principe de l'ANI n'est qu'un processus technique, n'est qu'un moyen technique, mais dans le fond, nous avons besoin de débattre de la question du suffrage universel, de la transparence, des libertés démocratiques, de la souveraineté du peuple. C'est ces éléments-là qui devront constituer notre débat, parce que si nous nous laissons entraîner dans le débat des articles, l'article 200, l'article 300, et on va donner l'impression que c'est un pays qui est en train de débattre de la moralisation, etc. Et dans le fond, c'est toujours la volonté populaire qui est confisquée, et c'est une écrasante majorité des Algériens qui ne va pas se rendre aux urnes parce qu'ils ont perdu la confiance, et c'est parce qu'il y a eu un Hirak, le pouvoir le sait très bien, qu'il est disqualifié politiquement, qu'il est vaincu sur le plan populaire, et donc il remet le débat, il agite tout un débat avec ses propres instruments, avec ses propres partis pour donner une apparence d'une vie politique. Dans le fond, cette élection va être pire que les précédentes parce que dès lors que le pouvoir maîtrise le sujet depuis son début jusqu'à la fin, et les partis politiques qui participent le savent très bien. Aujourd'hui, il y a des partis politiques qui ont compris, et c'est par le temps, parce que l'histoire, elle est là, et elle donne ses verdicts. Ces partis ont bien compris qu'ils ont des choses à obtenir, plus du pouvoir
que du peuple. Ces partis cherchent un ancrage institutionnel et ils savent très bien qu'ils n'ont plus d'ancrage populaire. Donc, lorsqu'on n'a pas un ancrage populaire, on est tenté de trouver d'autres ancrages et ces partis politiques le cherchent du côté du pouvoir, le cherchent du côté de l'institutionnel. Très Et bien. c'est ça les débats politiques qui se déroulent actuellement. Très bien, très bien. Monsieur Djed Halimi, en 2 minutes, si vous me permettez, est-ce que finalement le pouvoir cherche un boycott parce qu'avec ces agissements, il ne fait que grandir le nombre de ceux qui vont boycotter parce qu'avec ces décisions, ces écartements, ces exclusions, et le jeu est déjà fait. Est-ce que finalement c'est ça son but? Parce que c'est vraiment bizarre ces réactions. Le boycott, ça ne le dérange pas. Maintenant que l'administration a une part a le droit d'agir dans l'organisation des élections, ils peuvent mettre les chiffres qu'ils veulent. Tu sais, la participation, ça n'a jamais été un enjeu. Ils l'ont déclaré eux-mêmes. Je pense que l'ANI est une institution importante pour l'Algérie. Maintenant, l'implantation de l'ANI, elle n'est pas indépendante. Comme on l'a vu avec l'application de l'article 200, c'est les forces de sécurité qui ont fourni les rapports à l'ANI. Maintenant, c'est l'administration qui va organiser les élections. Les chiffres sont déjà connus chez les autorités. Très bien. Monsieur Hamid Loulou, votre avis sur ces agissements qui va peut-être provoquer encore un plus grand boycott. Finalement, c'est ça le but du pouvoir, écarter. Et comme M. Halimi vient de le dire, finalement, le nombre de participants, ce n'est pas vraiment le premier souci du pouvoir, malgré ces déclarations. Non, on ne vous entend pas, M. Peut-être silencieux. C'est un non-événement. La hadath, l'abstention, c'est pas ça qui va leur faire du mal. Un boycott actif où les gens déclarent ville morte, personne ne sort, personne ne vote, tout le monde reste chez soi, ça c'est différent. Mais si vous ne votez pas et vous allez à la plage, vous allez jouer au foot ou quelque chose comme ça, ça veut dire que c'est l'abstention et la vie continue. Mais j'aimerais ajouter juste un petit point. Quant au fonctionnement, comment ils nomment et ils désignent les candidats, ils le font même dans les institutions. Rappelez-vous, ce pseudo-général Hassan, il était soi-disant fort, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison, accusé de tout. Au bout de quelques années, il ressort, on le remet chef de la sécurité. Au bout de quelques années, on le met dehors et ainsi de suite. C'est ça leur mode de fonctionnement. Si votre cercle est proche du noyau dur, vous avez toutes les largesses. Dès que votre cercle s'affaiblit, eh ben vous payez les pots cassés. Et ces gens-là qui sont en train de décider aujourd'hui, demain, s'ils perdent la main, c'est la violence politique. Ils ne vont jamais prendre la retraite. D'ailleurs, citez-moi un seul, soi-disant président algérien, qui a fini ses jours tranquillement. Aucun. Depuis Ben Bella jusqu'à Bouteflika. Et ça va continuer tant que le peuple n'a pas eu son indépendance. Voilà. Merci. Très bien. Merci. Karim Tabou, un dernier mot sur ces événements, sur les sujets d'aujourd'hui. Je vous laisse le dernier mot. Oui, il est vrai que nous n'avons pas assez de marge de manœuvre pour choisir la meilleure attitude possible. C'est vrai que le boycott, entre guillemets, qui rime un peu beaucoup plus dans le contexte algérien avec rejet pacifique des élections, elle apporte quand même la démonstration et il oblige également le pouvoir à continuer sa machine à frauder. Peut-être qu'il a réussi à inclure dans son processus, dans son travail, de nouveaux clients, des partis qui considèrent que leur survie est plus importante que la démocratie. Il y a des partis qui le disent très clairement. Je participe pour survivre parce qu'ils considèrent que sa survie est plus importante que la survie de la démocratie du pays. Mais il y a une réalité du terrain et qui est attestée par les actes des Algériens chaque jour. Lorsque vous voyez que le pouvoir est arrivé au point de nécessité de surveiller l'université, surveiller le stade, surveiller la rue, surveiller l'élection, surveiller tout, c'est qu'il y a une réalité. Les rapports qui ne sont pas lus au peuple et qui ne sont pas rendus publics attestent très bien que le pouvoir est politiquement vaincu. Il est politiquement disqualifié. Maintenant, quelle est la marge de manœuvre
pour nous, pour aller de l'avant, pour espérer un avenir meilleur, il y a tout un débat, il y a un effort intellectuel à faire, il y a un sacrifice à consentir et il y a des attitudes à avoir et il y a des positions à assumer. Et je pense que chacun de nous est mis en demeure par l'histoire, par nos enfants, par l'avenir, d'assumer pleinement nos responsabilités et chacun de nous devra répondre devant ses enfants et devant l'histoire de ses actes et de ses paroles. Très bien. Atek Sahasi, Karim Tabou, militant politique à partir d'Alger. Merci beaucoup. Monsieur Hamid Louj, je vous remercie, directeur de Renfort Démocratie en Algérie à partir de Washington. Bien sûr, je remercie Monsieur Djed Halimi, militant politique à partir de Montréal, et Monsieur Gamal Abina, analyste politique à partir de Paris. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous demain. Salam alaikum wa rahmatullah.